La République indienne est née le 26 janvier 1950. Beaucoup de nations se sont formées dans l'histoire, mais ce fut la plus grande et la plus audacieuse expérience démocratique jamais vue. Un peuple dont la population représente le 6e de la population mondiale, habitant un pays de la taille d'un continent, possédant une très riche diversité de cultures, entreprit de se bâtir un nouveau destin pour lui-même. Leurs terres venaient juste d'être ravagées par le colonialisme. Un demi-million de personnes venaient d'être tuées dans des conflits interreligieux, et leur société avait été jusqu'à présent de type féodal. En un temps où les femmes dans beaucoup de pays développés n'avaient pas le droit de vote, beaucoup étaient sceptiques quant au succès d'un droit de vote universel dans un pays aussi pauvre et aussi sous-développé que l'Inde. 50 ans plus tard, les sceptiques se sont tus. Personne ne s'étonna lorsqu'une femme indienne, venant de fait d'une minorité religieuse, vint présider la première conférence des présidents d'assemblée venant de 140 parlements dans le monde. La Charte des Nations Unies commence avec les mots « Nous les hommes ». Et les citoyens du monde sont plus que jamais prêts à l'entendre avant le mot « globalisation ». Najma Heptulla, l'année précédente, avait écrit une page d'histoire en devenant la première femme ayant jamais été élue en tant que présidente de l'Union interparlementaire, une institution qui rassemble des parlementaires venant du monde entier. L'Union interparlementaire a aujourd'hui 110 ans et Najma Heptulla est la première femme présidente de l'organisation. Pour beaucoup d'Indiens, la présidence par une femme indienne d'un événement aussi important dans l'histoire du réveil démocratique revêtait une autre signification. C'était une affirmation, un symbole de la très grande réussite de ce qui avait commencé comme une expérience très audacieuse. Ceux d'entre nous qui viennent de petits pays ont remarqué qu'une seule circonscription municipale en Inde compte plus d'1 million d'habitants. Et 1 million d'habitants correspond au total de la population de mon pays, la Namibie. Et une personne qui exerce une fonction au sein d'une telle multitude et d'une telle complexité, et qui parvient malgré tout à diriger les gens dans une direction particulière, doit avoir des qualités de chef vraiment, vraiment exceptionnelles. Et cela mérite le respect. Et je crois que le docteur Heptulla est vraiment de cette étoffe. En effet, les membres du Parlement indien parviennent à cette position après bien des épreuves. Cela ne les rend que plus déterminés encore à exercer leurs prérogatives à l'égard du gouvernement. Tout d'abord, j'apprécie le souci des honorables membres du Parlement pour les pauvres de ce pays. Mais ce à quoi j'objecte, c'est à votre prétention à monopoliser le souci des pauvres gens. Nous sommes également concernés, et nous sommes même plus concernés. Quoi que nous fassions, nous le faisons en faveur des plus démunis, pour que ceux-ci aient une juste place au sein de la société. Ce sentiment provient des enseignements qui nous étaient donnés lorsque nous étions enfants et lorsque nous entendions notre dirigeant, le Mahatma Gandhi. Et aujourd'hui, quoi que nous fassions, nous le faisons en faveur des plus démunis. C'est ça, la véritable démocratie. L'Inde a beaucoup offert au reste du monde, particulièrement aux pays en voie de développement. Pour cela, je reviendrai aux années de la lutte pour l'indépendance et aux leçons que Gandhi
a donné aux dirigeants de la période postcoloniale. Nous avons tous beaucoup appris de l'expérience indienne de la résistance non violente, et entre autres ceci, que nous pouvions parvenir à atteindre nos objectifs sans verser le sang. Les Indiens appellent le Mahatma Gandhi le père de la nation. Il fut le leader le plus important parmi ceux qui ont bouleversé l'Inde féodale, insufflant dans une société conservatrice des idéaux humanistes et démocratiques. Inspiré par eux, l'Assemblée constituante, qui fut élue lorsque l'Inde devint indépendante le 15 août 1947, élabora une des plus audacieuses et des plus détaillées des constitutions dans l'histoire des nations. La Constitution créa une république démocratique. Le président est à la tête de l'État, mais il doit agir sur les conseils d'un conseil de ministres, présidé par le Premier ministre. Le Conseil des ministres doit avoir la confiance de la Chambre du peuple, qui est élue par 650 millions d'électeurs, le corps électoral le plus important jamais vu dans l'histoire. Il y a aussi un Conseil des États au Parlement indien, car la Constitution a organisé l'Inde en une fédération d'États. Chacun de ces États possède sa culture propre. Chacun dispose aussi d'une assemblée et d'un conseil des ministres, dirigé par un ministre-président. Les élections à la Chambre du peuple et à ses assemblées sont conduites sous la direction d'une commission électorale indépendante. Ces élections sont le plus grand et le plus complexe exercice démocratique jamais entrepris sur la Terre. La commission électorale a reconnu près de 50 partis politiques dans le pays. Bien qu'ils s'opposent férocement les uns aux autres lors des débats et des assemblées, comme s'ils étaient des ennemis jurés, les parlementaires indiens travaillent ensemble, avec la volonté commune de faire avancer la nation. ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग-अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित है। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है। Grâce à cette unité d'objectifs, la démocratie indienne a donné des preuves de sa solidité. Qu'un parti seul remporte une majorité ou non, des gouvernements minoritaires et des coalitions ont été formées à des époques différentes, sans jamais que l'ombre d'une menace ne plane sur le système démocratique. La communication est la clé de la démocratie, et les médias indiens utilisent leur pouvoir pour rappeler au gouvernement quels sont leurs devoirs. La Constitution a établi un grand nombre de limitations au pouvoir du gouvernement. Le contrôleur et le vérificateur, par exemple, sont des autorités indépendantes qui contrôlent les dépenses du gouvernement. Leurs rapports sont régulièrement envoyés au Parlement. Quelquefois, ces médiateurs constitutionnels ont provoqué des tempêtes dans le monde politique. Et les tribunaux font preuve d'une grande vigilance s'agissant des actions gouvernementales à tous les niveaux. Les institutions judiciaires ont un rôle très important à jouer dans une démocratie. Personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est ce que les institutions judiciaires de ce pays ont démontré depuis ces 50 dernières années. Même le président de l'Inde a dû se présenter devant la Cour suprême quand son élection a été contestée. De même pour l'ancien Premier ministre de l'Inde, Madame Indira Gandhi, quand ses élections ont été annulées par un juge de la haute cour, peu importe combien puissante elle était. Notre Constitution établit des droits fondamentaux, mais les institutions judiciaires sont confrontées à de larges sections de la société dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés et qui sont par là même très vulnérables. Ainsi des ouvriers agricoles, des femmes, des enfants, des prisonniers en attente de jugement et de ceux qui ont été jugés. Les tribunaux ont donc déployé un certain activisme judiciaire, car tant que les droits fondamentaux de ces personnes ne seront pas respectés, ils ne seront pas en mesure d'exercer leurs droits politiques. Et la démocratie restera privée de sens.
Les tensions au sein d'un État-nation, entre les libertés individuelles et la nécessité de créer des liens de solidarité, ont causé bien des soucis aux penseurs politiques. L'Assemblée constituante indienne a dû affronter un défi très important s'agissant de ce problème, car des pans entiers de la société indienne avaient été opprimés socialement, économiquement et politiquement pendant des siècles. Il s'agit essentiellement des tribus qui vivent dans les régions forestières et des basses castes, ces deux groupes se situant tout en bas de la hiérarchie sociale. Aussi, la Constitution a-t-elle réservé à ces groupes des sièges au sein des corps législatifs et des places dans le système éducatif. Ces mesures, qui visaient à garantir leur participation à la vie démocratique du pays, ont si bien porté leurs fruits que le président de la Chambre du peuple de 1996 à 1998 fut P.A. Sangma, qui était originaire d'une tribu de l'Est de l'Inde. Son successeur est J.M.C. Balayogi, qui vient d'une des castes les plus marginales du sud de l'Inde. Tous les deux ont gagné la considération de tous, pour avoir su habilement diriger la Chambre du peuple, institution si souvent tumultueuse. L'Inde, aujourd'hui, est la plus grande démocratie du monde. Et en plus de cela, une des plus vivantes. Avec une presse libre, avec un gouvernement démocratiquement élu, des gouvernements qui se succèdent les uns aux autres. L'Inde donne au reste du monde un message fort et clair. Que la démocratie fonctionne, que la démocratie peut fonctionner quelle que soit la population d'un pays, sa diversité culturelle, religieuse et ethnique. Et si elle fonctionne ici, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas fonctionner ailleurs, dans d'autres pays. Et il me semble que nous avons une dette de gratitude vis-à-vis de l'Inde pour avoir démontré que la démocratie est une forme efficace de gouvernement. De telles louanges à la démocratie indienne ne doivent pas faire oublier que les gens sont loin d'être satisfaits, car leurs aspirations grandissent dans un pays aussi vaste, aussi divers et aussi dynamique qu'est l'Inde. Tout le long de ces années, ils ont exercé une pression constante pour que le fonctionnement des institutions soit plus démocratique. Aussi, de bien des façons, la démocratie s'est étendue en Inde, allant toujours plus loin. Alors même qu'à New York se déroulait la conférence des présidents d'Assemblée, le gouvernement indien a créé un comité dont la tâche est d'examiner les moyens d'améliorer la Constitution. À peu près au même moment où se tenait la conférence des présidents d'Assemblée, des exigences relatives à la création de nouveaux États au sein de l'Union indienne furent satisfaites. Les gens désiraient vivement accroître le rythme de développement de leur région et pensaient que cela serait plus facile au sein d'entités plus petites. 3 nouveaux États furent créés à partir de territoires plus ou plus grands, dans les régions les moins développées du pays. Chhattisgarh, situé dans une région forestière au cœur de l'Inde, est peuplé par des communautés tribales importantes, et l'un de ces 3 nouveaux États apparut lors du nouveau millénaire. Il eut une grande liesse parmi ses habitants, et des pressions se sont aussitôt exercées sur le nouveau gouvernement, maintenant très proche des habitants de ce nouvel État, pour qu'il les conduise vers une vie meilleure. Aussi, le ministre-président, qui appartient à un parti qui au plan national est dans l'opposition, s'est-il immédiatement rendu à des réunions et à des rencontres, pour débattre avec des foules qui venaient jour et nuit chez lui, leurs yeux brillant de l'espoir d'une vie meilleure. Chhattisgarh a aussi approfondi la démocratie, en créant des comités de planification de districts, comprenant des représentants localement élus, ce qui signifie que les décisions qui étaient prises auparavant par l'administration centrale de l'État sont maintenant de la responsabilité de l'administration du district. Un exemple que l'on peut prendre est celui de la prison centrale et de la façon dont les médicaments étaient fournis aux prisonniers. Les fonds étaient alloués par l'administration centrale de l'État. Les démarches auprès de ces autorités prenaient beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons besoin de fonds, nous prenons contact directement avec le commissaire de district et nous obtenons l'autorisation et nous pouvons fournir des médicaments aux détenus. Le comité de planification du district prit rapidement la décision de fournir de l'eau à ce village, qui est situé dans les montagnes et ne possède pas de source. Un autre problème pour ce village, que personne dans la capitale de l'État n'aurait pu deviner, mais que le comité de planification du district a réglé, tient aux lois qui régissent l'achat du bois pour les bûchers funéraires. Auparavant, le bois devait être payé toutes taxes comprises. Maintenant, seule la moitié de ces taxes sont dues. En 1993, la Constitution a été amendée pour que se donne une impulsion à la vie démocratique. Un nouveau niveau de représentation démocratique fut créé, plus proche des gens. L'Inde a une ancienne tradition de conseil de village.
Ceux-ci ont toujours joui d'une grande considération et d'un respect presque religieux. S'appuyant sur cette tradition auréolée de prestige, la Constitution établit des conseils élus dans chaque village et ville de l'Inde, où les décisions qui affecteront leur vie sont prises par les gens eux-mêmes. Ces conseils constituent une révolution dans les annales de l'histoire démocratique, car un tiers des sièges et des postes de président de conseil y sont réservés aux femmes. De plus, des sièges y sont aussi réservés aux membres des tribus et des basses castes. C'est un village tribal dans le Bastar, dans une des régions les plus reculées de l'Inde. Beaucoup de petites voitures éprouvent les plus grandes difficultés à parvenir jusqu'ici, à travers la jungle, mais la démocratie, elle, y a trouvé son chemin. Le village entier se réunit 2 fois par an, conformément aux nouvelles dispositions législatives, pour décider des questions à l'ordre du jour. Cette assemblée de village élit le conseil de village et décide des questions importantes en procédant à un vote. Ces jeunes hommes sont favorables aux schémas d'emploi gouvernementaux garantis. Celui-ci se plaint de l'état des routes. Et ces femmes réclament un système de retraite. Celle-là y est aussi favorable. Mais ses voisines lui disent que ses 4 fils devraient être capables de l'entretenir, et que s'ils ne le font pas, elle devait vendre sa terre. L'Assemblée prend sa décision, elle n'est pas assez pauvre pour mériter une pension de retraite. Les assemblées de village se réunissent quelques fois par an, mais la véritable responsabilité de la gestion au quotidien repose sur les épaules du conseil de village. Pochama préside le conseil de son village, dans l'Andhra Pradesh. Elle est veuve et vient d'une des basses castes les plus défavorisées. Elle a été élue sur un siège réservé, mais s'est imposée comme une dirigeante de caractère, face à l'opposition de puissants groupes sociaux au sein du village. కొందరు బీసీలు కూడా ఏం చేస్తుందో ఎక్కడనంటున్నా అన్నారు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు బీసీలు కూడా అంటే ఏం చేయాలంటే మా భర్తను కూడా కొన్ని రోజులు సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు సంవత్సరం సార్లు ఆయనను కూడా చంపిరి మీ ఆడపిల్ల ఎట్లా చేయాలని మేము మాకన్నా చిన్న ఆమె దగ్గరికి మేము ఎట్లా పోవాలంటాను కూడా ఊరు చంపింది తెలియదు నలుగురు చంపింది తెలియదు దేవుడు తీసుకుపోయింది తెలియదు అట్లయినా కూడా చంపినా కూడా 3 నెలల దాకా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళలే 3 నెలల నుంచి వెళ్ళినా అన్ని పనులు కొట్లాడినా ఏడికంటే ఆడికి పోయినాం కొట్లాడినాం పనులు చేసినాం ఇంతకుముందు ఒక తీరుండే ఏడవైనా కానీ ఈ మురికి తీయలేరు గలీజు తీయలేరు ఇప్పుడు చెడ్డోళ్ళ దగ్గరికి మనం ఎంతైనా కానీ ఉన్నోళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఎట్లుంటుంది గరీబులకు ఎవరు అది చేసిన వాళ్ళే గరీబుల మీద ఎత్తి మీద రాయి ఎత్తేసిన వాళ్ళే ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తుంది ఏమే మొగడు చచ్చిన కూడా ఏలుతున్నది కదా చేస్తుంది రాజ్యం మొగడు చావగా ఇడుస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఇడవలేను నేను కొంత పనులు చేసుకుంటూ వచ్చినా ఇంతకుముందు కూడా వెనకబడి తరగతి వెనకనే అవుతుంది మాకు ముందు రావాలంటాను కూడా మాకన్నా ఇంతకుముందు బీసీలు చేసినా కూడా బీసీలకి మొక్క మీద పెట్టినట్టు కూడా నేను లేడీస్ని అయినా కానీ పనులు చేసిన. Pochama montre une assez grande confiance en elle dans son rôle de chef de village. Elle résout des différends au quotidien qui, sans son intervention, pourraient devenir de véritables problèmes. Ce membre du village est en colère du fait de l'absence de progrès dans la réparation d'un canal endommagé. Et celui-là est réellement très en colère. Il insiste pour que le conseil annule l'une de ses décisions. Ce n'est pas un problème très grave en vérité. Il pense seulement que le budget du village serait mieux employé à cela qu'à la construction d'un gymnase destiné aux jeunes. Les problèmes que Pochama doit affronter peuvent paraître minimes, mais ce sont ces mêmes lois qui ont porté Pochama à la tête de son village qui ont permis à des femmes de prendre la direction de quelques-unes des plus grandes villes de l'Inde. Prema Karyappa, par exemple, est devenue maire de Bangalore. Bangalore est la ville qui connaît la plus forte croissance de l'Asie. Il n'est donc pas difficile d'imaginer les défis qui sont à relever. Connue depuis longtemps comme la ville-jardin de l'Inde, Bangalore est aujourd'hui une cybercité de l'Orient. C'est une ville qui vibre d'un enthousiasme jeune et vigoureux.
Fournir des services et même seulement tenir propre un centre de croissance aussi dynamique, avec une population toujours en mouvement, n'est pas une tâche facile. Prema est toujours sous la pression pour offrir de nouveaux services et de meilleure qualité. Une journée de 24 heures n'est pas suffisante pour moi. J'aurais besoin de 48 heures. La réservation des sièges dans les conseils locaux est si populaire que des militantes féministes de tout le pays veulent maintenant que cette mesure soit étendue au Parlement. Voyez l'agitation monter dans les rues. Pas seulement dans la grande ville de Delhi, mais partout dans le pays. Pas uniquement en Inde, mais partout dans le monde. Les femmes veulent avoir leur mot à dire dans les décisions qui sont prises. Ce ne sont pas seulement les femmes qui font pression. Les pressions viennent aussi des médias et des institutions judiciaires, et aussi de l'inspiration de dirigeants comme le Mahatma Gandhi. Toutes ces pressions concourent à faire en sorte que les dirigeants de ces provinces se concentrent sur les petits problèmes que rencontrent les gens et essayent d'approfondir la démocratie. Finalement, cependant, ce qui pousse ces dirigeants à plus de démocratie, même dans les circonstances les plus difficiles, ce sont les électeurs eux-mêmes. Même les plus pauvres des Indiens, dans les régions les plus reculées de ce vaste pays, en sont venus à apprécier le droit de vote et à utiliser sa force. Il n'est donc pas étonnant que les élections en Inde soient parmi les plus animées et les plus vivantes du monde.